de la guerre d'Indochine, beaucoup d'ouvrages ont été consacrés aux aspects techniques et tactiques du combat, aux analyses des événements de ce conflit. Nombreux sont les auteurs qui l'ont placé dans un contexte international de la guerre froide, mais trop souvent, on a parlé de la guerre en oubliant ses acteurs, c'est-à-dire les hommes. On sait que de septembre 1945 jusqu'au cessez-le-feu en juillet 1954, près d'un demi-million d'hommes de toute origine, de toutes armes, ont participé à la campagne indo-chinoise au sein des troupes françaises d'Extrême-Orient. Mais que savons-nous exactement de ces hommes envoyés trop souvent à la hâte, sans grande expérience militaire ou technique en Extrême-Orient? Que savons-nous des soldats venus des colonies engagés dans une autre colonie très loin de chez eux? Que savons-nous de leur contact avec la guerre, avec le pays? Eh bien, nous allons tenter de répondre à toutes ces interrogations avec Michel Baudin, professeur d'histoire, auteur d'une thèse d'État portant sur le corps expéditionnaire français en Indochine. Écoutez, vous avez raison de poser le problème de cette façon, car le corps expéditionnaire français d'Indochine n'est pas un bloc monolithique formé de Français. Globalement, 234 000 Français issus de métropoles et de dom-toms sont envoyés en Indochine, mais il ne faudrait pas oublier les 73 000 légionnaires de tous les pays du monde, les 123 000 Nord-Africains, les 61 000 Africains subsahariens. Il ne faudrait pas non plus oublier les autochtones, essentiellement des Vietnamiens, mais aussi des Cambodgiens et des Laotiens, qui forment par exemple 31% des effectifs annuels pour ce qui est des réguliers, avec un maximum de 63 000 hommes en 1952, et les supplétifs militaires, au maximum 57 000 en 1953. Et à ça, il faudra encore ajouter toutes sortes d'irréguliers, comme les maquisards des groupes qui opèrent au Tonkin, des miliciens, des supplétifs civils administratifs, par exemple, qui défendent les mines. Donc ce sont des soldats extrêmement différents, de valeurs extrêmement différentes aussi. Tout cela montre la diversité, mais également la complexité du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. Cependant, dans le cadre limité de notre émission, parce que nous n'avons que 9 minutes, on se contentera de se focaliser peut-être sur le cas des soldats venus des autres colonies de la France, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, car peu d'auteurs ont traité ce sujet. Qui sont ces hommes et quelles étaient leurs motivations pour partir en Indochine? Eh bien, la première idée d'envoyer des soldats africains en Indochine apparaît dès 1868. Bon, l'idée est rapidement oubliée. Elle réapparaît au début du 19e siècle parce que l'on n'a pas assez d'hommes. Et en fait, l'envoi est de 1947. Dans les premiers plans de formation d'un corps expéditionnaire pour libérer l'Indochine des Japonais, comme la France est occupée par les Allemands, eh bien, il faut faire appel à ces soldats africains et on avait l'idée d'envoyer 20 à 25 000 hommes. Cette idée est abandonnée par le général de Gaulle en 1945 sur les conseils du général Leclerc parce qu'on ne veut pas choquer les Américains qui sont plutôt anticoloniaux. On pense qu'il y aura des heurts entre Indochinois et Africains subsahariens. Et ensuite, les troupes africaines ont subi quelques mutineries, donc on n'est plus très sûr d'elles. Mais en 1946, tout le monde comprend qu'il n'y a pas assez d'hommes pour les missions qui sont imparties au corps expéditionnaire, et un certain nombre d'officiers généraux pensent qu'il faut envoyer des Africains qui seront tout à fait adaptés au climat chaud d'Indochine. Et donc, en 1947 arrivent les premiers soldats africains qui ne forment que 0,7% du corps expéditionnaire. Et à chaque fois qu'on renforce le corps expéditionnaire, on fait appel à ces soldats africains et qui atteignent 16% du corps expéditionnaire en 1954. Alors pourquoi ces soldats sont-ils volontaires? Parce qu'ils ont envie de sortir de leur routine, parce que leur a fait miroiter de belles soldes, de beaux pays, de jolies filles. Donc il y a une propagande du recrutement, mais il n'y a jamais de difficulté pour trouver ces hommes. Alors ces hommes sont avant tout des ruraux à 90%, à 85% ils n'écrivent et ils ne parlent pas le français, ce sont essentiellement des fantassins et des artilleurs.
les hommes de l'Afrique subsaharienne, alors, ils découvraient l'Indochine et le choc des cultures a dû être grand. L'essentiel de ces soldats sont des soldats de l'Afrique subsaharienne plutôt sèche. Ils sont complètement déroutés en Indochine par l'humidité, par les marécages, par les rivières. Et on voit dans les troupes africaines beaucoup de noyades qui prouvent bien leur mauvaise adaptation. Ils sont perdus en forêt, ils en ont peur, ils pensent que dans les forêts il y a des génies. Donc le contact avec le pays n'est pas si facile que ça, même si les soldats africains sont moins touchés par les maladies tropicales que les légionnaires et les Européens. Et justement, quel est leur rapport à la guerre? Alors ces soldats ne se posent pas beaucoup de problèmes, ils ont un bon état d'esprit et ils ont un bon moral, c'est-à-dire on appelle moral la volonté d'aborder l'ennemi. À partir du moment où ces soldats sont bien nourris, bien commandés, bien habillés, qu'ils ont des médailles et qu'ils rencontrent des succès militaires, il n'y a pas de question de morale. Alors localement, le moral s'effondre. Par exemple, on a des unités où le moral s'effondre parce qu'il y a eu une grosse embuscade. Ils sont pratiquement totalement insensibles à la propagande du Dichwan qui les appelle à déserter. Et d'ailleurs, le soldat africain déserte peu parce que son unité, c'est un petit peu comme son village. Le contact n'est pas un contact rugueux comme on a voulu faire croire avec les Français. En revanche, ces soldats sont imprégnés souvent du mauvais exemple de petits soldats qui boivent, qui ne respectent pas les ordres. Ils les suivent, mais en fait, ils n'ont pas de respect. Tous ces soldats sont contents de leur campagne, on pourra en reparler, parce qu'ils reviennent avec une solde, avec un livret de caisse d'épargne bien rempli. Mais peut-être ils ont peu d'expérience militaire ou technique. Alors ça c'est le problème, ces soldats ont souvent été mal préparés, comme la plupart des hommes du corps expéditionnaire. Ils ne sont pas habitués à la finesse de la guerre révolutionnaire, ils sont maladroits en terrain miné, par exemple, ils ne sont pas subtils dans les fouilles et quelquefois ils sont durs avec les populations quand ils n'arrivent pas à leurs objectifs. Les soldats africains en poste fermé, avec des armes lourdes et avec la certitude d'être appuyés par l'artillerie ou l'aviation, sont de très très bons soldats. On le voit par exemple à Yenvi, où une soixantaine d'Africains du 24e tirailleur sénégalais tiennent tête à un régiment de l'armée populaire. Le poste ne tombe pas et les Vietnamiens perdent 200 à 300 hommes. Donc c'est à nuancer, ce ne sont pas de mauvais soldats, mais quand ils ont le moral et qu'ils sont décidés à tenir, ça devient des soldats excellents. Et à Dien Bien Phu, les artilleurs africains ont fait leur travail, ont rempli leur mission jusqu'au bout, malgré les difficultés du combat que tout le monde connaît. Brièvement, peut-être un mot sur le bilan des pertes du côté des Africains? Alors avant de faire le bilan, je voudrais dire que la valeur du soldat africain ne tient pas de son ethnie, comme on l'a souvent dit, elle tient à son entraînement et à la valeur du commandement. On aurait pu envoyer plus de soldats, c'est un soutien indispensable à l'armée française. Alors ces soldats laissent, selon mes derniers calculs, 2561 hommes en Indochine, tandis que 3706 y sont blessés. Alors, vos 4 ouvrages édités par l'Harmattan consacrés au corps expéditionnaire français en Extrême-Orient offrent aux lecteurs au moins 2 visions assez surprenantes. La première reflète plutôt un paradoxe opposant l'aspect terrible des opérations militaires et l'amour des combattants pour le pays et ses habitants. La seconde concerne l'impact plutôt limité de la propagande vietnamienne sur les soldats venant des autres colonies dans la campagne indochinoise. Eh bien, la propagande anti-française, anti-impérialiste, dépasse la plupart du temps les esprits des soldats nord-africains et africains. Un impact extrêmement faible, même parmi ceux qui ont connu la propagande pendant des mois, voire des années, dans les camps de prisonniers vietnamiens. Merci Michel Baudin. Je rappelle, vous êtes auteur d'une thèse d'État soutenue à l'Université de la Sorbonne sur le corps expéditionnaire français en Indochine. Les références de vos ouvrages et publications sont à retrouver sur notre page internet à l'adresse vi.rfi.fr.